NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Situé dans l'Himalaya népalais, le Nuptse se dresse fièrement aux côtés de son voisin l'Everest. C'est là-haut qu'Elias Milleriou, Frédéric Desgoulet et Benjamin Guigonnet, alias le gang des moustaches, rêvent d'aller. En 2017, après 2 tentatives infructueuses, le trio parvient enfin à se hisser sur le sommet ouest du Nuptse. Il leur a fallu 6 jours d'ascension pour réaliser cet exploit, récompensé en 2018 par un piolet d'or. Je m'appelle Benjamin Guigonnet, j'ai 33 ans. J'habite dans les Alpes-Maritimes à Saint-Paul-de-Vence. Je suis guide haute montagne à Guide 06. J'ai commencé par l'escalade vers mes 13-14 ans. Donc mes parents ne faisaient pas d'escalade ni d'alpinisme, ils faisaient beaucoup de randonnée, ski de randonnée. Donc portés quand même par les sports de nature. La découverte de l'escalade, ça a été une grande révélation. Donc j'ai voulu continuer dans cette voie et je me suis orienté vers le métier de guide très tôt. Du coup, au lycée, j'ai été au lycée de Barcelonnette en option escalade et ski. Et là, j'ai rencontré des copains avec qui j'ai commencé à faire mes premières courses en haute montagne. En parallèle de ça, j'étais dans le premier groupe espoir FFCAM du 06, encadré par Stéphane Benoît et Patrick Pessy, donc de grands alpinistes français. Donc après le bac, j'ai tout de suite passé le diplôme d'aspirant guide. Et puis après, j'ai continué dans cette voie. Nuptse, c'est un sommet de 7865 mètres qui se situe au Népal, dans la région du Khumbu, juste à côté de l'Everest. La face sud du Nuptse est très connue pour les alpinistes. C'était une des premières faces qui a été gravie, je dirais, pour la face. Donc en 1962, c'est Chris Bonington qui s'attaque à la face. Donc ça a été un peu un tournant déjà dans l'histoire, parce qu'avant il s'attaquait au sommet, quoi. Il cherchait à faire la première des sommets. On a choisi d'ouvrir une voie dans la face sud du Nuptse parce que je connaissais cette face par l'ascension de Stéphane Benoît, qui est un des grands alpinistes français qui a réussi la face sud de l'Annapurna, entre autres. Donc ça m'avait déjà fait rêver, c'était très inspirant cette ascension-là. Mais moi j'en étais qu'à mes débuts, donc j'avais juste une idée en tête. Et en fait, c'est à partir de, je dirais, en 2014, quand on a réussi notre voie au Pérou, on a senti un déclic dans notre pratique. C'était une année charnière, on se sentait vraiment prêt à passer à autre chose. Et donc là est revenu sur le tableau tout de suite cette face. On est parti au Nuptse avec Fred Degoulet, le camarade avec qui j'ai progressé en alpinisme, avec qui je grimpe depuis des années. Il y avait aussi Elias Milleriou. On était partis en fait tous ensemble en 2014 au Pérou. Et c'est comme ça qu'on a tissé des liens et puis qu'on a envisagé de repartir en expédition ensemble. Tout de suite après le Pérou, il y a eu cette idée-là de partir au Nuptse. Mais en 2015, finalement, je me suis retrouvé juste avec Elias.
avec comme projet d'ouvrir cette voie au NUPC. Donc je pense que cette année-là, vraiment, personne ne croyait en notre chance. On est arrivé au pied de la montagne et c'était une année vraiment bizarre. Il y a eu une petite mousson et la face était très sèche. Donc notre ligne était impraticable. Il y avait beaucoup trop de chutes de pierres. Les lignes de glace étaient trop fines. Mais par contre, on a pu se poser au pied de la montagne. On s'est dit tous les deux, ouais, la ligne, elle fonctionne. Elle est là. Du coup, on est rentré en France avec cette expérience. Et là, on a convaincu Fred de Goulet et Robin Revest de tenter l'année d'après. Donc en 2016, on y est reparti tous les quatre. Et là, la montagne était en super condition. Donc on a pu essayer et malheureusement, on a échoué quasiment sous le sommet, à 350 mètres, 400 mètres du sommet. On arrive au camp de base du NUPC. En fait, c'est pas un camp de base comme on imagine dans les livres, dans les grandes expéditions. Non, là, c'est comme un petit hôtel, c'est un lodge. Donc, c'est le dernier village de la vallée qui a 4770 mètres à peu près, Chukung, donc qui est quasiment au pied de la face. Une fois qu'on est au lodge, on part s'acclimater. Là, on avait choisi d'aller sur une montagne qui s'appelle le Cholatse, donc qui est à 6450 mètres à peu près. Et c'était génial, c'était vraiment génial parce qu'il n'y avait personne, on était seuls. Et on montait petit à petit sur la montagne, on a dû passer 8 jours sur la montagne. On a pu faire le sommet, on avait un panorama fantastique, des couchers de soleil. C'était juste du plaisir. En même temps, on a pu voir la face, on a pu voir qu'elle était en condi. Donc ça, c'était quand même le point le plus important. Donc ça nous a rassurés. À la jumelle, on s'est échafaudé un plan, 6 bivouacs, et le sommet le 7e jour. Et éventuellement 2 jours pour descendre. Donc notre itinéraire, il est sur la gauche de la face. Donc il arrive pas au sommet principal, c'est pas le sommet le plus haut. C'est le sommet ouest, 7742 mètres. Il est assez caractéristique parce qu'il vient forcer un mur de goulottes, de fines goulottes, pour déboucher sur une grande rampe au-dessus d'un verrou rocheux, d'une facette rocheuse très impressionnante, très noire, très, très raide, une rampe assez vertigineuse qui arrive au sommet. On grimpe en style alpin, donc c'est-à-dire qu'on embarque notre tente, notre nourriture, notre matériel, un matériel classique, un jeu de Friends, des broches à glace et nos 2 cordes. Après on est redescendu, on s'est un peu reposé vers Namche Bazar qui est un peu plus bas en altitude pour mieux récupérer. Et puis on est remonté à Chukung et là on voit que dans notre routage météo, la météo se met au beau, qu'il nous annonce une fenêtre de 4-5 jours sans vent. On quitte le camp de base, enfin notre lodge, pour monter au camp avancé qui est juste à peine à 2h, 2h30, dans une belle prairie à 5004. On est vraiment stressé. C'est toujours un moment particulier d'être au pied de la montagne. T'as cette face qui t'écrase là. On part très tôt dans la nuit pour se diriger vers notre premier objectif, l'emplacement de notre bivouac à 6000 mètres. Et on est arrivé au premier crux, donc assez rapidement. Donc c'est une petite
cascade de glace qui se forme dans un verrou rocheux. Donc c'est l'endroit le plus facile pour passer. Mais cette année, c'était vraiment très sec. Donc il y avait juste assez de glace pour grimper. Et vu que c'est une face sud, la glace travaille beaucoup. Donc elle est très aérée, très blanche. Et c'est très délicat à grimper. On grimpe l'après-midi, on fixe la corde et on redescend chercher un emplacement de bivouac sous un rocher où il faut terrasser 2 heures. Et là on passe l'après-midi sous le soleil en plein cagnard, c'était vraiment pénible. Donc on essaye de se reposer parce que le lendemain on part très tôt parce que c'est le jour le plus long. Il faut gravir une des parties les plus raides de la face d'une seule traite. Donc on part vers les 1h du matin. Alors Beg, dur, toujours aussi dur hein. Putain, j'ai l'impression que ça n'a jamais arrêté quoi, depuis toujours. On remonte la longueur clé au Jumar, puis après il y a cette grande pente de neige qu'il faut qu'on traverse en diagonale sur la gauche, qui est très délicate, enfin qui est facile en soi, mais on est de nuit et on voit pas où on va et on est obligé de faire plusieurs longueurs en tenant un peu un cap comme avec une boussole quoi, pour déboucher pile poil sur la ligne de Goulotte. On grimpe, puis là on arrive sur la longueur, une autre longueur clé qu'on appelle la guillotine, parce que c'est une grande cascade de glace qui est bien fournie en glace cette fois, mais qui est vraiment très verticale et qui débouche dans un goulet qui réceptionne un peu tous les projectiles du haut de la face. Donc c'est très impressionnant quand on sort la tête de là, on n'a pas envie de... Enfin ouais, on se demande ce qui va se passer quoi. On était à la bonne heure, donc il n'y avait pas encore trop de chutes de pierre cette fois. On arrive à 6005, on terrasse notre bivouac et on se prépare pour la nuit d'après. Benjamin, ça va? Ça va. Moment préféré de l'XP. Faire de l'eau. Pendant environ 2 heures. Et Fred, qu'est-ce que tu racontes? Je mange des Skittles. Cette nuit-là, il y a eu beaucoup de vent et ça nous a un peu gênés, on n'a pas bien dormi. On a dû sortir de la tente vers les 8h. On pouvait pas partir avant à cause du vent. Quand on a décidé de sortir de la tente, on a même cassé un arceau de la tente à cause du vent. Mais on a pu réparer, donc pas de soucis particuliers. Après on a pu grimper comme prévu les 250 mètres suivants. Le lendemain, on retraverse, on s'enfile encore dans des goulottes très raides, avec encore une fois une longueur extrêmement raide vers les 7000 mètres. Donc c'est une longueur magnifique, une cascade de glace avec des petits stalactites vraiment très raides, avec de la bonne glace cette fois-ci, très physique à grimper. Et puis là, on arrive à notre 4e bivouac, qui est à 7000 mètres. Et donc là, le jour d'après, c'est le jour où on avait échoué l'année d'avant. Donc là, on est tout excité de redécouvrir l'itinéraire, quoi. Parce que c'est un endroit qui nous attend, qui est plus ou moins invisible du bas de la face à la jumelle. Donc on n'était pas sûr de pouvoir passer. C'était un peu le grand stress. On monte, et puis là, jusqu'à voir enfin le bout de la ligne, et là, pouf, grand soulagement. Et là, on pose la tente à 7450. On a le visuel sur le dernier jour, donc on se couche assez excité et serein.
Le dernier jour, on laisse la tente en place, les duvets, on part avec le strict minimum. Comme prévu, c'est toujours un peu plus dur que ce qu'on imagine. L'ice flute magique que Dag a trouvé avec de la glace, un peu pour se protéger. Regardez-moi ça. J'enchaîne sur une longueur d'ice flute, un couloir de neige très raide qui m'a fait ressasser l'échec de l'année d'avant parce que j'avançais pas. C'est de la neige vraiment pénible à grimper, quoi. Voilà. Attention. Quelqu'un est trop dessus de lui. On arrête avec le soleil. 7450 mètres. Sommet 300 mètres. Bivouac en vue. Et une fois débouché au sommet de cet ice flute, ça faisait un petit replat. Et là, on voyait la fin. Donc là, c'est Fred qui passe devant. On se dépouille de tout. Hein. On n'avait plus qu'un brin de corde. On avait juste 2 pieux à neige, des piolets. Et puis on part pour le sommet, quoi. Donc on arrive sur la crête sommitale. Déjà là, le fait de voir l'autre côté de la montagne, la chose qu'on n'avait jamais vue encore. Donc on découvre l'Everest immense. Wow, moi j'étais déjà satisfait, pleinement satisfait, à tel point que j'avais presque plus envie de continuer. Et puis là, Elias, il se dit non, bon, on va quand même faire, on va voir plus haut. Et puis là, il reprend la tête de la cordée. Il fait encore quelques mètres, une longueur de corde, et puis là il arrive sur un sommet, sur le sommet, et en fait il était hyper accueillant, quoi. C'était un bon replat, il faisait très chaud, c'était juste incroyable d'être là. Oh putain. Bravo les gars. Putain. Ça fait presque 3 ans. Il a pas un poil devant, t'as vu? 3 ans. Il y a un truc de dingue. Oh putain. Merci les gars. C'était l'explosion de joie, un énorme accomplissement, quoi, d'être là-haut, un soulagement aussi. Et puis très vite, l'effet un peu qui se coule du sommet, on se met à penser à la descente, et là, comme un petit nœud au ventre, comme une sensation d'être un peu emprisonné sur cette montagne, de se dire putain, maintenant il va falloir tout redescendre, et c'est pas de la tarte. On a prévu 2 jours de descente. Donc l'objectif premier, c'était de redescendre au bivouac avant la nuit. Donc là, on commence la descente dans les pentes de neige. Bien sûr, on ne peut pas s'assurer. Donc on fait de la désescalade. Donc on redescend à reculons. Après quelques rappels un peu délicats dans de la neige, du rocher moyen, on rejoint notre tente, il faisait déjà nuit. Donc le lendemain, on met le réveil, on se dit bon, on part tôt, comme ça on descend le plus qu'on peut, on évite un peu les chutes de pierre. Donc moi j'étais en train d'errer pour chercher un peu de glace pour faire une lunule, et j'entends un cri énorme d'Elias. J'appelle, puis là aucun bruit. Moi j'étais pendu au bout de ma corde, du coup je me reconcentre pour chercher, pour faire mon relais, quoi. C'était ma mission. Puis là, je vois Elias arriver, bon, déjà un soulagement. Et en fait, il s'était pris une grosse chute de pierre sur le haut du dos, au niveau de l'épaule. Il pouvait plus se servir d'un bras, donc il descendait avec juste un bras. Fred lui a pris son sac, et puis moi j'ai continué tant bien que mal à équiper les rappels.
Et Elias, il descendait au milieu, on devait lui installer le réverso, et puis après il se laissait glisser sur la corde. Donc on n'a pas paniqué, mais c'était quand même très tendu. On continue la descente jusqu'à 6005, et là on s'arrête à notre emplacement de bivouac, on se met à l'abri, et on a pris la décision de partir vers les 10h du soir, dès que le regel était là, parce qu'on était stressé, on ne savait pas exactement ce qu'Elias avait, et on avait peur que ça empire. Donc au final, on descend et on arrive au pied de la face vers les 2-3 heures du matin. On était quand même dans un état assez pitoyable, si bien qu'on ne trouvait même plus le camp de base avancé qui était à côté d'un lac. Bon, on a perdu 1 heure, mais on a fini par le trouver quand même. Et puis le jour d'après, on est redescendu à Chukung. Donc là, on a été super bien accueillis. On a pu téléphoner, organiser le rapatriement d'Elias. Et puis le lendemain, on s'est fait rapatrier tous en hélico jusqu'à Katmandou. C'était un énorme accomplissement personnel d'avoir pu grimper cette montagne par cette voie, d'avoir eu la chance d'accomplir un rêve, quoi. C'était vraiment dur psychologiquement de tout regrimper. On était focalisé plus sur les dangers que sur le plaisir de la grimpe. Donc c'était presque un peu pénible, à part le dernier jour où c'était de nouveau génial, mais c'était particulier, quoi. De retourner 2 fois sur la même voie, on a trouvé ça dur psychologiquement. Après cette ascension, moi j'ai été très serein, j'avais besoin de repos, de passer un peu à autre chose. J'ai fait beaucoup d'escalade et il a fallu du temps, il a fallu quand même au moins 2-3 ans avant de repenser à repartir sur un projet aussi ambitieux. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com.